Les titres de ce journal: au Zimbabwe, les élections présidentielles se préparent. La commission électorale reçoit les dépôts de candidatures. Mondial 2018, le Sénégal s'entraîne dans son camp de base à Kalouga en attendant sa première sortie contre la Pologne le 19 juin prochain. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition du 15 juin 2018. On ouvre cette page politique avec le président français Emmanuel Macron qui a reçu ce vendredi le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte pour tenter de clore une semaine de fortes tensions entre Paris et Rome provoquée par la crise migratoire qui frappe l'Europe en général, l'Italie en particulier, et menace le gouvernement d'Angela Merkel. Au Yémen, les violents combats à Hodeïda inquiètent l'ONU pour les civils. Les forces pro-gouvernementales soutenues par les Émiratis et les Saoudiens ont récemment lancé une offensive sur le port stratégique de Hodeïda sous l'emprise des rebelles, malgré les appels à la retenue et les craintes pour les populations. Plus de détails avec Cécile Itoni. De violents combats ont fait 39 morts parmi les rebelles Houthis et les forces pro-gouvernementales aux portes de Hodeïda. Les forces fidèles au président yéménite en exil ont lancé l'assaut sur Hodeïda, le principal port du Yémen, aux mains des miliciens Houthis. Ce port, situé sur la mer Rouge, constitue un enjeu stratégique d'une guerre qui dure depuis 3 ans. L'ONU a mis en garde contre cette offensive qui pourrait interrompre l'approvisionnement de millions de personnes dans le pays, dont une partie est au bord de la famine. Par conséquent, le Conseil de sécurité de l'ONU a demandé que le port de la ville, par où transitent l'essentiel des marchandises importées, reste ouvert pour éviter que ne s'aggrave une crise humanitaire déjà considérée comme la pire au monde. Mais la bataille se poursuit. Les forces loyalistes appuyées par l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis se préparent aujourd'hui à donner l'assaut contre l'aéroport de cette ville contrôlée par la rébellion Houthi. Le chef des rebelles lance quant à lui un appel à la mobilisation. Au milieu de ce chaos, les civils de Hodeïda sont contraints au confinement. Au Zimbabwe, les aspirants aux élections présidentielles et parlementaires sont connus. Ils se sont formellement enregistrés auprès de la commission électorale. Parmi les candidatures retenues, celle du chef de l'État en exercice et Emmerson Mnangagwa et son rival de l'opposition Nelson Chamisa ne sont pas passés inaperçus. Toujours avec Cécile Itoni. Ils sont 23 candidats à l'élection présidentielle au Zimbabwe. Dans l'ensemble du territoire, les prétendants au scrutin présidentiel, législatifs et municipaux, les premiers depuis la démission de Robert Mugabe en novembre dernier, étaient appelés jeudi à déposer leur dossier auprès des tribunaux. Les 23 candidatures, dont celles des principales personnalités politiques du pays, ont été acceptées par la commission électorale zimbabwéenne. Par ailleurs, le chef de l'État en exercice, lui-même candidat à cette élection, a promis des élections libres, honnêtes et transparentes, mais l'opposition reste très méfiante. Si ces demandes ne sont pas satisfaites, il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas d'élection et je voudrais que vous ne sous-estimiez pas ma détermination et ma capacité de voir à travers cette position. L'opposition émet quelques réserves, notamment quant à la couverture médiatique et au bon déroulement du scrutin. La question du bulletin de vote reste tout aussi cruciale. Nous ne nous sommes pas éloignés de notre demande concernant la question du bulletin de vote. Nous voulons savoir qui imprime le bulletin de vote, où il est imprimé et quand il a été imprimé. Nous voulons le voir physiquement. Pour être dûment enregistrés pour la course à la présidentielle au Zimbabwe, les candidats doivent débourser 1 000 $ et être parrainés par au moins 100 électeurs enregistrés sur les listes électorales et issus des 10 provinces du pays. Prêt ce vendredi à adopter des représailles immédiates en cas de droit de douane américain, alors que l'administration Trump s'apprête à dévoiler une liste de tarifs punitifs ciblant les produits chinois, faisant se rapprocher le spectre d'une guerre commerciale entre les deux puissances. 3 ans après que le cheptel de l'extrême nord du Cameroun n'ait pas été vacciné en raison de l'insécurité liée aux attaques de Boko Haram, le Comité international de la Croix-Rouge, en partenariat avec l'État, a lancé mercredi dernier une vaste campagne de vaccination d'1 million de petits ruminants dans cette zone du pays. Les explications de Jedidia. À l'initiative du ministère camerounais de l'élevage et du Comité international de la Croix-Rouge, en abrégé CICR, la vaccination contre la peste dans l'extrême nord du pays est la première depuis plus de 2 ans.
Les premiers vaccins seront administrés devant les caméras. Nos moutons souffrent beaucoup puisqu'ils ont des maladies. Souvent leur ventre gonfle, il y a aussi les yeux. Souvent leurs yeux démangent et il y a aussi les boutons sur leur peau. C'est pourquoi on est venu vacciner nos moutons. Cette opération qui ne va durer qu'un mois se traduirait selon Marcus Brudement, chef du CICR pour l'Afrique centrale, par la vaccination d'1 million de têtes de chèvres et de moutons dans 2 départements de la région. Cependant, en raison des assauts de Boko Haram, les opérations auraient été suspendues pendant plus de 2 ans avant de reprendre en 2017. Pendant la période de Boko Haram, il y avait beaucoup de problèmes, surtout des problèmes de vaccination des animaux. Ce n'était pas facile que Boko Haram les empêchait de se stabiliser pour vacciner les animaux. Une enquête du ministère révèle que les pertes directes du secteur de l'élevage liées aux attaques imputées à Boko Haram étaient estimées à près de 55 milliards de francs CFA, environ 83,8 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 8,5 milliards de francs, près de 13 millions d'euros de pertes pour la pêche. La Côte d'Ivoire et le Ghana affichent de plus en plus leur rapprochement pour éviter un nouveau plongeon des coûts de cacao. Les 2 pays voisins d'Afrique de l'Ouest concentrent 60% de la production mondiale et ils viennent d'annoncer qu'ils se coordonneraient désormais avant de vendre leurs fèves. Pendant ce temps, une habituelle pollution estivale prend à la gorge. New Delhi, la capitale indienne, est transformée en chaudron par la chaleur brûlante depuis jeudi. Les détails avec Mama Djetri. New Delhi, déjà transformée en chaudron par la chaleur brûlante de juin. La capitale indienne toussait jeudi dans un brouillard de poussière inhabituel pour cette saison. Je ne peux respirer correctement à cause de la pollution. La poussière entre dans mes yeux et je ressens comme une brûlure. La mégapole d'une vingtaine de millions d'habitants depuis plusieurs jours a enregistré une qualité d'air désagréable et dangereuse pour la santé. C'est une épaisse brune à l'odeur âcre rappelant les hivers de pollution extrême. Donc, j'ai appris que la pollution augmente de plus en plus chaque jour. Je pense que ça augmente rapidement ces 2 derniers jours. Il n'y a pas de mesures de ce type prises pour ça. Je ne sais pas quelles sont les préoccupations du gouvernement à ce sujet, mais je pense que des mesures de précaution doivent être prises. La capitale du New Delhi vit un phénomène inhabituel qui arrive une fois par décennie, a déclaré le vice-président de la météorologie et de changement climatique, Asrimi Water. Les nombreux chantiers à ciel ouvert de la capitale dont les courants d'air viennent soulever la poussière contribuent à aggraver la solution, avertissent les experts. Et d'après les médecins, si tous les résidents de Delhi sont affectés, les enfants, le 3e âge et les personnes avec des problèmes de respiration sont les plus vulnérables à cet épisode de pollution. L'Antarctique fond 3 fois plus vite qu'il y a 10 ans. Une étude tire la sonnette d'alarme. Si ce rythme continue, la hausse du niveau des océans pourrait menacer des centaines de millions de personnes dans les zones côtières. On regarde. Ces rochers sont nouveaux dans le paysage de l'Antarctique. Il y a une dizaine d'années encore, ils étaient entièrement cachés sous l'épaisse couche de glace. C'était avant que le réchauffement climatique ne fasse son œuvre. J'ai eu l'occasion de venir ici pendant 15 ans et à l'échelle d'une vie humaine, on peut déjà constater les changements que provoque le réchauffement climatique. Le glacier Collins laisse apparaître des rochers que l'on ne voyait pas il y a 5 ou 10 ans. Et c'est une preuve directe du recul de ces glaciers et de la perte de masse. Dans cette base scientifique chilienne, plusieurs dizaines de chercheurs travaillent à mesurer les effets de ces bouleversements sur la flore et la faune locale. Ici, le réchauffement de l'eau a provoqué une prolifération d'algues vertes. Ce chercheur étudie comment les crustacés adaptent leur comportement en conséquence.
Bien qu'elles soient toutes petites, les algues et les micro-algues sont très importantes pour l'équilibre de la chaîne alimentaire. Fournissent des nutriments au reste de l'écosystème et nous savons que la quantité d'espèces dans un même écosystème est très importante pour le maintenir en bonne santé. Et l'étude du réchauffement en Antarctique pourrait aussi donner des outils pour s'y adapter. Sous ces serres miniatures, Marisol Pizarro étudie comment les plantes de l'Antarctique réagissent à une augmentation artificielle d'1 ou 2 degrés Celsius. Son constat, les mousses résistent bien à ces nouvelles conditions. Un atout qui pourrait servir à d'autres végétaux dans le futur. Nous pourrions transférer un gène lié à la tolérance à la sécheresse à une plante commune comme la laitue ou le riz, afin de donner à cette plante la capacité de tolérer la sécheresse. Par conséquent, elle sera moins affectée par les conditions défavorables dues à la diminution de l'eau dans son environnement. À ce jour, la température de la planète a déjà augmenté de 1 degré et l'Antarctique est l'une des régions du monde qui se réchauffe le plus rapidement. Une course contre la montre pour les scientifiques du monde entier qui travaillent sur le continent blanc. Au Chili, ils n'ont jamais été aussi nombreux à s'y intéresser. On poursuit en République démocratique du Congo. Lucie Nambuga, curé de la paroisse Saint-Joseph d'Itipo, est devenu un héros dans son village situé au nord-ouest du pays. Il a été guéri du virus Ebola, un récit signé Edapé. Le père Lucien Ambourga est un héros. Il fait partie des quelques rares personnes ayant contracté le virus Ebola et en être guéri. Une occasion pour les fidèles de sa paroisse de glorifier le Seigneur. Ils ont chanté, ils ont glorifié Dieu, ils ont prié avec moi. Et moi, j'ai manqué même aussi les paroles pour leur dire, les larmes coulaient. Dans sa riposte contre le virus Ebola, le père Lucien Ambourga a décidé d'apporter son soutien à la communauté, aux organismes internationaux et à l'État congolais. Par ailleurs, il a promis de travailler ardemment pour aider d'autres personnes à ne pas contracter le virus Ebola et à sauver des vies. Facilitons-nous la vie, la tâche aussi, pour qu'on puisse arrêter avec ce virus. Sinon, ça va tuer, ça va exterminer toute une génération dans notre village, dans ma paroisse, et que le Seigneur nous aide aussi à faire ce travail. Je ne veux plus la mort de ce virus dans notre paroisse. 5 nouveaux cas suspects ont été enregistrés dans le nord-ouest de la RDC et 2 nouveaux à Biroko. À Wantaga, dans la province de l'Équateur, 2 nouveaux cas ont été enregistrés et aucun décès n'a été rapporté. Le ministère congolais de la Santé comptabilise 25 décès sur 55 enregistrés, dont 12 décès pour 37 cas confirmés. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et les autorités ont lancé une vaccination ciblée, où 806 personnes ont été vaccinées. C'est la 9e fois que la RDC est touchée par une épidémie d'Ebola depuis 1976. À présent, dans le sud-est de l'Europe, en Roumanie, ils ont accueilli des têtes couronnées et fait la fierté de ce pays pendant des centaines d'années avant d'être laissés à l'abandon. Inquiets, de jeunes amoureux du patrimoine se mobilisent pour sauver des joyaux architecturaux uniques en Europe. Reportage. Ceci n'est pas le décor d'un film, mais les thermes de Baile Herculane au sud-ouest de la Roumanie. Leur origine est millénaire et déjà les Romains s'y rendaient pour leur effet miraculeux. Mais depuis une vingtaine d'années, les thermes ont été abandonnés. Ils font partie de notre histoire, de nous, de la culture de la communauté. Si rien n'est fait, ou si nous et ceux avec qui nous collaborons n'arriveront pas à faire quelque chose, une partie de notre identité sera perdue. Une dizaine d'étudiants en architecture œuvrent pour sauver cet ensemble construit à la fin du XIXe siècle, victime de la mauvaise gestion des autorités et d'une privatisation controversée. À l'autre bout du pays, au bord de la mer Noire, l'emblématique casino de Constanța croule aussi sous l'indifférence des autorités. Des artistes et des jeunes architectes y organisent des événements pour tenter de changer les mentalités.
La communauté locale doit sentir le monument et avoir un contact direct avec lui, pour qu'il ne soit pas perçu comme quelque chose qui ne leur appartient pas, mais comme quelque chose qui appartient à chacun d'entre nous. Les jeunes architectes ont obtenu son inscription sur la liste des 7 sites les plus menacés en 2018 de l'Organisation de défense du patrimoine Europa Nostra. Un soutien devrait donc être apporté aux autorités. Le patrimoine architectural roumain est souvent victime des spéculations immobilières. Comparé au désastre du début des années 1990, il s'agit d'un progrès évident, notamment en ce qui concerne la prise de conscience de l'urgence de défendre le patrimoine et de le restaurer. À Bailer Koulané, le plan de consolidation des thermes fait par les étudiants a été approuvé par les autorités. Mais 100 000 € restent nécessaires pour commencer les premiers travaux. L'artiste Johnny Hallyday aurait eu 75 ans ce vendredi. Pour marquer cet anniversaire, ses fans vont communier un peu partout en France, notamment à Paris, où une messe est prévue en l'église de la Madeleine, la même où ses obsèques avaient eu lieu le 9 décembre 2017. Elle devrait rassembler plusieurs milliers de personnes. D'autres hommages sont prévus ailleurs en France. Rendons-nous à présent au Japon. Un moine pas comme les autres se partage entre bouddhisme et platine. Suivez cet élément. Dans un temple niché dans une vallée au Japon, Akinobu Tatsumi mène une double vie peu commune de moine bouddhiste. Avec ses cheveux longs attachés, il n'a pas non plus le physique habituel des moines. Occasionnellement, il initie ses ouailles du 3e âge à l'art du disque jockey. À 38 ans, cet autodidacte du mixage et du scratching, adepte du hip-hop depuis l'adolescence, enregistre sa propre musique d'ambiance pendant que sommeille son lieu de culte, situé au fin fond de l'île de Kyushu, dans le sud-ouest de l'archipel. Après avoir longtemps dissimulé son hobby nocturne, Akinobu Tatsumi s'ouvre désormais auprès de ses visiteurs, à qui il fait découvrir sa passion du maniement des disques vinyles. Au début, j'ai caché le fait que j'étais un moine bouddhiste quand je jouais dans les bars et les clubs, sans dire aux gens au temple que j'étais DJ. Beaucoup de grands-mères et de grands-pères du quartier viennent au temple pour prier. D'habitude, ils écoutent ce qu'un moine prêche par la suite, mais à une occasion, j'ai joué de la musique. Ils avaient l'air abasourdis. Le moine funky, toute la région l'appelle ainsi, mais son amour pour la musique, en particulier l'électronique, est plus fort que tout. Je veux que la musique rende la visite d'un temple d'une partie plus familière de la vie des gens. Qu'ils soient bouddhistes ou qu'ils suivent d'autres religions, je veux qu'ils sachent que la religion est quelque chose qui peut les aider, eux et leurs familles, lorsqu'ils doivent affronter un problème. Atteint d'une sclérose en plaques diagnostiquée il y a 4 ans, il continue de poursuivre sa passion. Pour cet ancien skateboarder, sa maladie l'a rapproché de ses ouailles et aujourd'hui, il se sent proche des personnes âgées et des gens atteints de maladies ou victimes d'accidents. Coupe du Monde 2018, la Russie a parfaitement lancé son mondial. Le pays hôte a écrasé l'Arabie Saoudite lors du match d'ouverture devant son public 5-0. La Russie a ouvert le score dans les premières minutes avant de faire le break juste avant la pause. Malgré la possession des Saoudiens, les Russes ont inscrit un 3e but, un bijou de Cherisev pour le 4e but et un coup de franc de Golovin pour sceller le sort de la rencontre. Les craintes d'un fiasco pour la Russie sont d'ores et déjà dissipées pour le pays hôte avec ce succès convaincant. Pour cette deuxième journée, le match qui a opposé l'Uruguay à l'Égypte s'est soldé par 1-0 en faveur de l'Uruguay. Et la rencontre très attendue par les férus du ballon rond va mettre aux prises le Portugal à l'Espagne.
Toujours en rapport avec le mondial, avant son entrée en lice le 19 juin prochain contre la Pologne, l'équipe nationale du Sénégal a effectué sa première séance d'entraînement hier. En 2002, Bruno Metsou, disparu en 2013, avait conduit Silva, Diouf, Diatta, Bouba Diop, Koli, Fadiga et Aliou Cissé jusqu'en quart de finale face à la Turquie, après avoir battu la France tenante du titre et tenu tête à l'Uruguay en poule avant d'éliminer la Suède en 8e de finale. Cette année, le Sénégal est coaché par un homme moins médiatique et les forts de caractère ont laissé la place à des personnalités plus lisses, mais le talent est toujours au rendez-vous. Avec le Japon, la Colombie et la Pologne comme adversaires, le Sénégal est tombé dans un de ces groupes que l'on dit abordables. Le célèbre écrivain François Hertel nous dit que le sport est une évasion complète de la vie. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi ce journal et bonne suite de programme sur Ados TV.